clic, le silence dans la pièce, juste le bruit du ventilateur de l'ordinateur. Sur l'écran, une vidéo s'ouvre. Antoine penche légèrement la tête, intrigué par la miniature. Puis, il blêmit, son souffle se coupe, ses lèvres s'entr'ouvrent mais aucun mot ne sort, ses yeux restent figés, un murmure finit par percer le silence. Juliette. Écran noir, silence total. Antoine n'est pas un homme remarquable. À 29 ans, il vit seul dans un 2 pièces impersonnel du centre de Bordeaux. Un appartement moderne, bien rangé mais sans âme, comme si personne n'y vivait vraiment. Chaque matin, il se lève à 7h30, enfile une chemise sans repasser et prend le tram jusqu'à la Tour de Verre où il travaille comme développeur dans une start-up de cybersécurité. Ses journées sont rythmées par des lignes de code, des cafés tièdes, des réunions où il parle peu. Antoine n'est pas asocial, juste discret, transparent. Le genre de type qu'on oublie vite dans une soirée ou qu'on évite de déranger dans un open space. Le soir, il rentre seul. Il commande souvent à emporter. Il scrolle sur son téléphone. Il ouvre YouTube, Netflix ou parfois des sites moins avouables. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que ça devienne une routine. Il ne se juge pas. Il se dit que tout le monde le fait, qu'il n'y a pas de mal à ça. Mais au fond, il sent quelque chose d'étrange, une forme de vide, de répétition absurde. Antoine n'a pas eu une enfance difficile, ni une vie dramatique, mais il traîne en lui une absence, celle de ses parents, souvent absents, trop occupés à s'aimer mal ou à divorcer. Et au milieu de ce naufrage discret, une lumière, Juliette, sa petite sœur. Ils ont 5 ans d'écart. Elle était tout pour lui, souriante, vive, solaire. Quand elle est partie faire son Erasmus à Madrid, il a ressenti un manque, un vrai. Mais comme toujours, il n'a rien dit. Il n'a jamais parlé de ses soirées passées devant des écrans. Et il ne se doutait pas qu'un jour, l'un de ces écrans allait pulvériser sa réalité. Ce soir-là, Antoine est rentré plus tard que d'habitude. Il a traîné au bureau, vidé mentalement par une journée de bugs incompréhensibles et de collègues bavards. Il ne parle à personne dans le tram du retour. Il monte les 3 étages de son immeuble, ouvre la porte, balance ses clés sur le meuble. La routine, comme toujours. Il s'installe devant son ordinateur, allume l'écran. La lumière bleutée inonde la pièce sombre. Il lance une vidéo YouTube, la coupe au bout de 30 secondes. Il n'a pas envie d'entendre des gens heureux. Il ouvre un autre onglet, un site connu, trop connu. Il défile. Des miniatures suggestives, provocantes, absurdes. Et puis, l'une d'elles le fait tiquer. Elle n'a rien de particulier. Une jeune femme, de dos, lumière crue. Mais un détail accroche son regard. Le grain de beauté juste en bas du cou, le même que Juliette. Il clique, la vidéo se lance, et là, tout s'arrête. Elle se retourne. Le monde s'effondre. Ses yeux, sa voix, ce visage. Même si maquillée, même si altérée, c'est elle, Juliette. Antoine se fige. Il n'ose même pas respirer. Son ventre se tord. Il sent sa gorge se serrer, ses mains devenir moites. Il ne veut pas y croire. Il veut fermer la page, mais il regarde encore. Un instant de trop. Puis il claque son ordinateur d'un geste violent. Il tremble. Il halète. Il prend son téléphone, compose son numéro. Juliette ne répond pas. Il envoie un message. « Appelle-moi, urgent, maintenant. » Les minutes passent. Il refait les 100 pas dans son salon, le regard perdu. Elle finit par rappeler. « Antoine, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. » Il reste silencieux, une seconde. Puis, « Dis-moi que c'est pas toi. » « De quoi tu parles? La vidéo. Putain, Juliette, dis-moi que c'est pas toi. » Un silence, trop long. Je sais pas de quoi tu sais très bien. Ne me mens pas. Et puis, elle craque. Sa voix se brise. Je t'en supplie, ne me juge pas. Un souffle, une fissure dans la réalité. Antoine s'assoit. Il sent que sa vie vient de basculer et que tout ce qu'il croyait comprendre du monde vient de se dissoudre dans cette vidéo. Le lendemain, Antoine prend le train pour Paris. Juliette y passe quelques jours chez une amie avant de retourner à Madrid. Elle a toujours prétendu aimer l'Espagne, l'indépendance, le soleil. Antoine l'a pensée heureuse. Mais aujourd'hui, tout est flou. Dans le TGV, il regarde son reflet dans la vitre. Il a à peine dormi.
L'estomac retourné, la gorge sèche, il revoit la vidéo. Ce maudit moment. Son regard à elle, perdu dans l'objectif. Il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. Juliette l'attend dans un café près de Montparnasse. Elle porte un pull trop grand, ses cheveux attachés en un chignon maladroit. Elle lève les yeux, elle a honte. Il s'assoit sans dire un mot, elle non plus. Puis il murmure « C'était quand ?» Juliette baisse les yeux, sa voix est rauque, presque inaudible. « Il y a 4 ans. Tu avais à peine 19 ans. » Elle acquiesce, les larmes au bord des cils. « Je voulais être actrice. Je suis tombée sur une annonce de casting. Ça avait l'air sérieux, studio pro, contrat à signer. Et tu l'as signé ? Je savais pas. Enfin, je croyais que c'était pour un court-métrage indépendant. Il m'a dit que j'avais le profil. Il m'a mise à l'aise, il m'a rassuré. » Antoine servait poing sous la table. Son cœur cogne. Et ensuite, il m'a filmé, sous prétexte d'un test caméra. Il m'a demandé d'improviser, de me détendre, de suivre ses indications. Puis c'est devenu bizarre. J'ai voulu partir. Il a dit que c'était trop tard, que j'avais signé, que si je refusais, il me ferait payer les frais de studio. Il m'a fait peur. J'étais tétanisé. Juliette éclate en sanglots, à peine audible. Il m'a filmé, il m'a humilié, et j'ai rien pu faire. Antoine ne dit rien. Il encaisse, il avale sa rage. Il voudrait hurler, tout casser, mais il se contient. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle relève la tête. Son regard est brisé. « Parce que j'ai eu honte. Parce que je croyais que c'était de ma faute. Et parce que cette vidéo circule depuis des années. J'ai essayé de la faire retirer. Rien ne marche. Elle revient toujours, toujours, comme une tache qui colle à la peau. » Antoine prend sa main. Elle est glacée. « Tu n'es pas coupable, Juliette. Tu as été piégée. Et je vais tout faire pour que ça s'arrête. » Elle secoue la tête. « Tu ne peux pas, il est trop tard. » Mais Antoine, lui, vient de prendre une décision. Il ne sera plus jamais spectateur. Antoine commence par les démarches quatégumet classiques. Il tape « Retirer une vidéo pornographique en ligne sur Google ». Il tombe sur des dizaines de forums, d'articles, de témoignages. Tous racontent la même chose. On ne peut rien faire. Il contacte les plateformes. Signaler le contenu via ce formulaire. Il signale, encore et encore. Parfois, la vidéo disparaît, mais quelques jours plus tard, elle réapparaît. Sur un autre site, puis un autre encore. Antoine contacte un avocat spécialisé. Le ton est poli, mais froid. « Monsieur, sans preuve de coercition ou d'usurpation d'identité, les recours sont limités. A-t-elle signé un contrat, même douteux ? Oui, mais elle avait 19 ans. Elle ne comprenait pas. C'était un piège. Je comprends. Mais le juge ne verra qu'un document signé. Et la justice numérique est lente, très lente. » Antoine raccroche, le cœur lourd. Il ne veut pas abandonner. Il contacte une association. Un homme le rappelle. Sa voix est grave, usée. « Vous n'êtes pas le premier, et malheureusement, vous ne serez pas le dernier. » Il parle d'un réseau, de vidéos produites à la chaîne, de jeunes femmes attirées par des promesses creuses, et d'un producteur basé à l'étranger, quasi introuvable. Il lui donne un nom, un pseudo, un début. Antoine passe des nuits blanches à fouiller les forums, les réseaux obscurs, les tréfonds du web. Il finit par trouver une adresse mail, un contact Telegram, un ancien partenaire de tournage. Il écrit, il demande à collaborer, il joue un rôle, il veut piéger l'homme, mais l'homme est plus rapide. Il répond en riant, « Dis à ta sœur de sourire la prochaine fois, elle fait trop la sainte. » Antoine explose, il hurle, il lance son téléphone contre le mur. Il n'a plus de limite, plus de barrière. Il dépose une plainte officielle. Il imprime les captures, les échanges. Il exige une enquête. Il exige qu'on l'écoute. Mais l'enquêtrice au commissariat regarde son dossier sans illusion. On vous rappellera si on a du nouveau. Mais soyez réaliste. Ce genre d'affaire est complexe et souvent classé. Il ressort dans la nuit, vide. À la maison, Juliette l'appelle. Elle sent que quelque chose a changé. « Antoine, t'es où ? Dehors, dans un monde qui pue la lâcheté. Tu crois qu'on peut encore l'arrêter ? Non, mais on peut l'exposer. » Juliette ne répond pas tout de suite, puis sa voix tremble. « Et si je parlais ? Si je disais tout ?» Antoine s'arrête de marcher. Le vent souffle dans les branches. « Tu es prête ? Non, mais je n'ai plus envie de me taire. » Juliette est assise face à un micro. Le studio est petit, feutré, une cabine de podcast prêtée par une association qui lutte contre le revenge porn. Antoine l'observe à travers la vitre, le cœur noué. Il n'a jamais été aussi fier et aussi terrifié.
Juliette inspire. L'ingé son lève le pouce. Le signal rouge s'allume. L'enregistrement commence. Je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans. Et si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous m'avez vu, sans savoir. Elle marque une pause. Sa voix tremble, mais elle tient. Il y a 4 ans, je voulais devenir actrice. J'ai répondu à une annonce. J'ai signé ce que je pensais être un contrat artistique. Je me suis retrouvé filmé, sans comprendre que ce serait diffusé, partagé, multiplié. Elle déglutit. Antoine serre les poings. J'ai eu honte. Je me suis tu. Pendant 4 ans, j'ai vécu avec cette image de moi, que je ne contrôlais plus. Et chaque fois que je regardais quelqu'un dans les yeux, je me demandais, a-t-il vu cette vidéo ? Elle relève le regard, droite. Mais aujourd'hui, je veux dire, je ne suis pas cette vidéo. Je suis une personne. Je suis une sœur, une fille, une amie. Et je veux qu'on entende ma voix. Parce que le silence ne protège que les coupables. Le podcast dure 20 minutes. À la fin, Juliette pleure en silence. Antoine entre. Il ne dit rien. Il la prend dans ses bras, longuement. 3 jours plus tard, le podcast est publié et il explose. Partagé par des influenceurs, relayé par des journalistes, il devient viral. Les commentaires pleuvent, des insultes bien sûr, mais surtout des messages de soutien, des femmes qui racontent, des hommes qui s'excusent, des larmes, des cœurs, des poings levés. Un tweet en particulier bouleverse Juliette. « Tu n'es pas sale, tu as été volée, merci de parler, tu n'es plus seule. » Elle répond « Je ne l'ai jamais été, j'ai un frère. » Antoine lit ce message en silence, et pour la première fois depuis longtemps, il sent une chaleur dans sa poitrine. Ce n'est pas la fin, mais c'est un début, un vrai. L'après-midi suivant la diffusion du podcast, le téléphone de Juliette n'arrête pas de vibrer. Des messages, des mentions, des demandes d'interview. Une journaliste d'un grand média l'appelle. Elle veut faire un sujet de fond, les visages derrière le revenge porn. Juliette hésite, puis elle accepte, mais à une condition. Elle veut contrôler ses mots. Elle n'est plus une victime muette, elle devient source. Antoine l'a conduit au rendez-vous. Il ne dit rien, mais son regard parle pour lui. Fierté, tension, crainte. Sur place, un photographe lui demande si elle veut un portrait. Elle accepte, mais elle pose de face, sans fuir l'objectif. Elle ne veut plus qu'on détourne son image. Elle veut l'offrir cette fois, en pleine lumière. L'article sort 3 jours plus tard. Il est sobre, digne, puissant. Juliette, 23 ans, on a volé mon corps, mais pas ma voix. C'est un tremblement. Et dans ses répliques, une onde. D'autres femmes écrivent, d'autres visages surgissent. L'association reçoit un afflux massif de témoignages et soudain, un nom revient. Encore, encore, encore. Le même producteur, le même pseudo, le même mode opératoire. Antoine compile, il croise les données, il monte un dossier, il l'envoie à une avocate militante réputée pour sa ténacité. Elle l'appelle dans l'heure. Ce que vous m'envoyez là, c'est explosif. Je le prends. Le vent tourne, une plainte collective est déposée, la presse s'en empare, le parquet ouvre une enquête, Interpol est alerté, car les vidéos ont traversé les frontières et ce qui semblait hier impossible devient aujourd'hui officiel. Mais l'homme, lui, a disparu. Juliette n'est pas soulagée, pas encore. Tant qu'il est libre, il peut recommencer. Antoine hoche la tête, mais maintenant, il n'est plus invisible. Ce soir-là, ils rentrent ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, ils dorment sous le même toit, un peu apaisés, un peu épuisés, mais debout. Et au fond d'eux, une conviction naît. Ce monde peut changer, mais seulement si on regarde droit dans les yeux. La plainte collective a tout changé. Ce qui n'était qu'un cri dans l'ombre est devenu un dossier judiciaire. Et dans les bureaux froids d'Europol, un nom circule désormais sur les lèvres, Xandre, le pseudo du prédateur. Antoine ne lâche rien. Il continue à enquêter, à fouiller les recoins les plus sades du web. Chaque nuit, pendant que Juliette tente de reconstruire son quotidien, lui traque, pas par vengeance, mais pour l'empêcher de nuire. Et un jour, une adresse IP remonte, un ancien forum oublié, un fil de discussion archivé, un hébergement russe et un détail, un message signé Xandre, avec une date, une localisation approximative, Plovdiv, Bulgarie. Antoine contacte l'avocate. Elle transfère. Une enquête s'ouvre à l'international. Mais le parquet reste prudent. Pas assez de preuves, pas encore. Alors Antoine prend une décision folle. Il part. Sac sur le dos, ordinateur en bandoulière. Il atterrit à Sofia, puis prend un bus pour Plovdiv. Il dort peu. Il note chaque détail, chaque trace. Juliette le supplie de faire attention. « Tu n'es pas flic, Antoine.
Non, mais je suis ton frère. » Là-bas, il retrouve un ancien colocataire du suspect, un type louche mais bavard, avec quelques billets. Il bossait sur des vidéos, des castings, des trucs flous. Il disait qu'il partait en Asie ou au Portugal, je sais plus. Il était parano, toujours sur tort. Il effaçait tout. Il avait même brûlé un disque dur une fois, en pleine nuit. Antoine enregistre tout. Il envoie les infos à l'avocate. Et pour la première fois, un mandat d'arrêt est déclenché. Interpol diffuse une notice rouge. Xandre devient un fugitif recherché. Juliette le découvre sur son téléphone. Un frisson la traverse. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est un début, un vrai. Elle regarde Antoine en visio. Il a l'air crevé, mais vivant. « Tu sais ce que je ressens ? Quoi ? Que je ne suis plus en cage. » Antoine sourit, parce qu'on a forcé la serrure ensemble. Un soir d'avril, Juliette reçoit un message anonyme sur Instagram. « Je sais où il est. Lis les métadonnées de ta propre vidéo. Tu comprendras. » Elle hésite à répondre. Elle en parle à Antoine. Il lui demande d'attendre, d'être prudente. Mais elle fouille quand même. Elle télécharge l'ancienne vidéo, celle qu'elle déteste regarder, mais qu'elle connaît par cœur. Elle l'analyse image par image. Puis les données exifent. Et là, elle découvre quelque chose. Une coordonnée GPS. Lisbonne, un quartier, une date, une heure. La vidéo a été tournée au Portugal. Elle tremble. Elle appelle Antoine. Il est peut-être encore là-bas. Je pars demain. Juliette refuse cette fois. Non, cette fois je viens avec toi. Ils prennent un vol pour Lisbonne. Ils logent dans une auberge modeste, près du quartier en question. Juliette reconnaît certains immeubles, certains murs. Ses mains tremblent, ses souvenirs remontent, mais elle avance. Un contact de l'association locale leur parle d'un type louche qui fait des castings dans un entrepôt désaffecté à l'est de la ville. Antoine et Juliette s'y rendent. Ils observent. Des jeunes filles entrent, ressortent. Le cœur de Juliette se serre, puis il le voit. Lui, Xandre, plus vieux, barbe courte, lunettes noires. Mais c'est lui. Antoine sort son téléphone, il filme, il envoie tout à l'avocate, puis il fait quelque chose de fou. Il s'approche, il entre. « Vous vous souvenez de moi ?» L'homme le regarde, surpris. Il reste silencieux. « Je suis le frère de Juliette, celle que vous avez piégée. » Un sourire tordu se dessine sur son visage. Elle était majeure, consentante. T'as rien à faire là. Antoine sort son téléphone. Il montre la caméra. Il le filme. Ce que j'ai à faire, c'est que tout le monde voit ta gueule, que t'es plus nulle part où te cacher. Le ton monte. L'homme tente de l'arracher. Antoine résiste. Un vacarme éclate. Les gens sortent. Une voisine filme tout, sans un mot. La police locale débarque. Interpellation, garde à vue. Et cette fois, il ne s'en sort pas. Interpol confirme l'identité. Les plaintes convergent. Le parquet européen prend le relais. Xandre est arrêté, officiellement. Juliette pleure. Pas de joie, pas de vengeance, de soulagement. Antoine, lui, s'écroule dans un fauteuil, le regard vide. Il n'a pas gagné, mais il l'a empêché de recommencer. Et ça, c'est une victoire. 1 an plus tard, Juliette marche seule, casque sur les oreilles, dans une rue tranquille de Bordeaux. Les arbres ont fleuri. Le printemps est là. Elle s'arrête devant une vitrine. Son propre reflet lui renvoie un regard qu'elle commence enfin à reconnaître. Ce matin, elle a enregistré le dernier épisode de son podcast, une série qui a aidé d'autres femmes à parler, à se libérer, à comprendre qu'elle n'était pas seule. Dans ce dernier épisode, elle a dit une phrase que des milliers de personnes ont déjà partagée. « Je suis la fille dans la vidéo, mais je ne suis pas que ça. Je suis tout ce que j'ai choisi d'être après. » Elle reçoit un message. Une jeune fille, 16 ans, piégée, traumatisée, mais touchée par son témoignage. « Merci. Grâce à toi, j'ai compris que ce n'était pas ma faute. » Juliette sourit. Elle se sent fragile encore, parfois, mais plus jamais brisée. De son côté, Antoine a repris son travail, mais il n'est plus le même. Il donne des conférences dans les écoles. Il parle d'image, de consentement, de respect. Il termine souvent par cette phrase « Je croyais que je pouvais tout regarder, sans jamais être concerné, jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un que j'aimais. » Ils n'ont pas effacé la vidéo. Elle existe encore quelque part. Mais elle n'a plus le dernier mot. La dernière image, désormais, c'est celle de Juliette, debout, vivante, libre. Et vous, si vous étiez Antoine, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous fermé l'ordinateur?
tourner les yeux ou décider, vous aussi, de ne plus jamais rester spectateur. Parce que cette histoire, elle est réelle, elle arrive tous les jours à des milliers de jeunes femmes. Et souvent, personne ne les croit, personne ne les aide. Mais parfois, il suffit d'une voix, d'un frère, d'un regard qui dit « Je te crois ». Alors, si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, partagez-la, commentez. Dites-nous dans les commentaires. Et vous, que feriez-vous si c'était votre sœur? Parce que tant que l'on parle, le silence ne gagne pas.